Alors guys, bienvenue sur l'épisode 10455 de la série Va-t-il partir, va-t-il rester? Nous allons encore une fois décortiquer tout ce qui se passe autour des managers, autour de Ten Hag. Nous allons également parler de Kobe Mainoo, de Sancho et enfin de João Neves. Alors guys, selon Christian Falk, il y a eu un meeting jeudi dernier à Monaco entre Thomas Tuchel et Jim Ratcliffe en personne. Une réunion qui a duré des heures pendant laquelle Thomas Tuchel a présenté ses projets sur comment est-ce qu'il comptait remettre Manchester United sur les bons rails, mais également sur comment est-ce qu'il comptait relancer les carrières de Mason Mount et de Jadon Sancho. Apparemment, l'exemple de Rudiger a été cité sur comment il a su relancer sa carrière à lui. La discussion a eu lieu à la fin du meeting. Visiblement, Thomas Tuchel est parti avec l'impression de ne pas avoir eu le job. Et quelques heures après, Fabrizio Romano nous a fait un tweet en nous disant que Thomas Tuchel va prendre une année sabbatique, il va refuser tout poste et va attendre donc la bonne opportunité. La question c'est que s'est-il réellement passé? Est-ce que Thomas Tuchel n'a pas su convaincre Ineos et Ratcliffe, ou alors pendant la discussion il a senti un petit couac et il a refusé donc le poste? Moi je vous dirais que c'est parce qu'il n'a pas su convaincre Ineos et Ratcliffe, parce que franchement il a quand même fait du pied, il a quand même flirté, il nous a fait comprendre qu'il voulait le job. Certaines sources disent que c'est par rapport à Jadon Sancho. Apparemment Thomas Tuchel voulait absolument inclure Jadon Sancho dans ses plans et Manchester United a décidé de vendre Jadon Sancho. Peu importe le futur manager, que ce soit Ten Hag, De Zerbi, Tuchel, nous allons vendre Jadon Sancho. 40 millions, on va y revenir. Donc, est-ce que ce serait une raison suffisante? Je ne pense pas. Je pense juste que quelque part, derrière, ils n'ont pas su trouver un accord. Donc là, apparemment, Thomas Tuchel a été écarté définitivement de la liste, ce qui veut dire que l'étau se resserre. Maintenant, la question qui se pose, c'est que recherche réellement Ineos? Selon moi, Ineos veut nous faire une Chelsea. Pas autant, mais comme Chelsea. C'est-à-dire qu'il cherche un bon petit toutou, un bon petit chien qui va vous dire oui, 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 oui. Ils vont arriver, ils vont lui dire écoute, voilà, voici les joueurs, voilà comment on veut que tu joues, voilà, 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 voilà. Et ça, malheureusement, c'est problématique. Parce que si c'est dans le sens dans lequel ils veulent progresser, il y aura beaucoup de couacs. C'est peut-être ça aussi, hein, parce que Thomas Tuchel, on sait tous que c'est une tête dure. Maintenant, là, il vient d'être écarté de la liste. Les sources disent que c'était la priorité numéro 1. Ok, donc Thomas Tuchel exclu, évincé. D'autres sources disent également que Pochettino serait exclu également. Apparemment, il est trop fan. Il n'a pas assez de caractère. Apparemment. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois, mais apparemment. Et d'autres sources encore disent également que De Zerbi, et le mot qu'ils ont utilisé, c'est quelqu'un de très combustible. Alors là, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Quelqu'un de très combustible, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un toutou et donc ça ne va pas aller? Mais donc là, en une journée, on vient d'avoir Thomas Tuchel out, Pochettino out et enfin quasiment De Zerbi out. Ce qui nous ramène probablement à Ten Hag. Est-ce que nous n'allons pas faire comme une Bayern? C'est-à-dire qu'on sait tout ce qui s'est passé avec le Bayern. Le Bayern est allé flirter avec tout le monde. Ils n'ont pas su trouver d'accord. Ils sont revenus avec Tuchel en lui disant bon ben écoute, et pourquoi pas ne pas continuer. Donc est-ce que finalement nous n'allons pas revenir sur Ten Hag? Quelqu'un m'a dit la semaine dernière sur un commentaire, il m'a dit on sait tous que c'est Ten Hag qui va garder le poste, il lui reste une année de contrat, pas besoin de faire de déclaration. Si, bien sûr que si, il faut faire une déclaration. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il est en train de flirter, que Ineos est en train de flirter avec tout le monde, que les journalistes sont en train de s'enflammer en disant que Ten Hag va être licencié, va être licencié. À aucun moment, vous venez, vous dites, vous le backupez. Si on reprend l'exemple du mariage, vous dites à votre fiancé, reste en stand-by, je vais aller travailler entre guillemets, mais en réalité, vous êtes allé en train de chercher s'il n'y a pas mieux sur le marché.
Elle entend ça, à aucun moment vous arrivez à vous justifier. Vous lui dites non, vous ne parlez pas. Non, guys, come on. Bien sûr qu'il faut parler. Dans le sens où, vu la dernière déclaration de Ten Hag où il a dit bah écoutez, s'ils ne veulent pas de moi, elle a été quand même assez tendue. S'ils ne veulent pas de moi, je claque la porte, je vais aller ailleurs et je vais continuer à gagner ce que j'ai toujours fait, pardon. Dans ce sens-là, il faut clarifier les choses. Vous ne pouvez pas venir rester dans le silence en disant que oui, bon ben il lui reste une année de contrat, on va faire comme si de rien n'était. Non, on va faire comme si de rien n'était s'il n'y avait pas de source, s'il n'y avait pas de rumeur. Mais à partir du moment où là, tout le monde est en train de s'agiter, en train de dire que vous êtes en train de discuter avec tel ou tel ou tel ou tel ou tel ou tel ou tel manager, il faut faire une déclaration. Ils doivent faire une déclaration. Et ils vont la faire d'ailleurs. Probablement qu'ils vont la faire. Maintenant, vu comment les choses sont en train de se passer, épisode 10455, énormément de rebondissements, est-ce que finalement on ne va pas rester avec Ten Hag? Sachant, guys, que à la base on ne voulait plus de Ten Hag. On ne voulait plus de lui. Je le répète, on n'allait pas flirter avec d'autres managers si vraiment on voulait Ten Hag. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Le problème d'Ineos, guys, vous savez ce que c'est? C'est que je pense qu'on s'est un peu trop excité dans le sens où il y a trop de têtes. Il y a trop de fortes têtes. C'est-à-dire que normalement, dans un club, il y a le propriétaire, le CEO et le directeur sportif. Après, le directeur technique, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on a. Le problème d'Ineos, c'est que là, actuellement, nous avons Jean-Claude Blanc, nous avons Berada, qui n'est même pas encore là. Nous avons également Braceford, champion de cyclisme. Nous avons Wilcox, nous avons Ashworth. Il y a trop de têtes. Qui a le pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser en réalité. C'est qui a le pouvoir? Jean-Claude Blanc et Braceford sont à peu près ex aequo. Il faut un boss. Et généralement, quand il n'y a pas d'accord entre différents superviseurs, différents managers, c'est le N+1 qui doit agir. Donc, où est-ce qu'on va? Là, c'est le foutoir parce qu'il y a trop de têtes. C'est vrai que ce sont de bonnes têtes. Mais pour moi, ce sont de grosses têtes. Jean-Claude Blanc, il a fait un travail phénoménal avec la Juve. Braceford a fait un travail phénoménal avec Sky Cyclisme. Berada n'est toujours pas là. C'est qui décide? C'est qui a le pouvoir? Donc si moi je dis blanc, l'autre il dit bleu, l'autre il dit rouge, qui gagne? Qui? C'est ça le problème. En fait, sur le moment, on s'est un peu excité parce que oui, on allait avoir des bonnes têtes, on allait avoir donc Braceford qui va arriver, on va avoir Jean-Claude. Ce sont des gens expérimentés. Berada, tout ça. Mais le problème, c'est que quand il y a trop de personnes qui sont assises à la même table, derrière, ça crée des couacs, forcément. Donc, finalement, on pensait que ça allait être bien d'avoir toutes ces personnes. Non, parce qu'il va y avoir des désaccords. Et quand il y a des accords, visiblement, on ne sait pas comment les régler. Il y en a qui voulaient de Ten Hag, il y en a qui voulaient de De Zerbi, il y en a qui voulaient de Tourelle, il y en a qui voulaient de je sais pas quoi. On a eu du tout. Et donc, dans quel sens on va? Dans quel sens on va? C'est ça la question qu'il faut se poser en réalité. En tout cas, qu'en est-il, guys? Nous venons d'écarter, je vous ai dit la dernière fois que selon les cotes, et ça aussi c'est important de le mentionner, c'était pas mon opinion, c'était les cotes chez les bookies. Le numéro 1 de la liste c'était Pochettino, apparemment il vient d'être exclu, je ne sais pas pourquoi. Le numéro 2 de la liste c'était De Zerbi. Apparemment les discussions continuent, mais le mot qu'ils ont utilisé c'est que c'est quelqu'un de très combustible. Franchement, ça veut dire quelqu'un de très chaud. Honnêtement, j'ai pas compris la définition. Donc, De Zerbi, apparemment, bon, c'est pas complètement écarté, mais voilà. Peut-être que maintenant que Tourelle a été écarté, on va se concentrer sur De Zerbi. Parce que, franchement, est-ce que tu peux te permettre de venir dire, bon, ben, si on reprend l'exemple du mariage, tu es parti faire le tour de la Terre, tu es revenu, et puis tu dis, bon, ben, écoute, marry me. Non, elle va te dire, fuck off, mon frère. Non. Donc, est-ce qu'on peut dire à Ten Hag aujourd'hui, on va continuer avec toi comme si de rien n'était? Franchement, quelle insulte! Je me dis que même si derrière, tu ne peux pas venir dire ouais, Ten Hag, voilà. Donc peut-être que De Zerbi va être la solution. Et peut-être que si De Zerbi est trop combustible, ben, peut-être qu'on va garder Ten Hag sans pour autant le prolonger. Et derrière, bon ben voilà.
Voilà, guys, l'épisode 10455. J'aimerais également ouvrir un petit aparté sur le cas Kobe Mano. À la suite de la finale de la FA Cup, Ten Hag nous avait dit quelque chose de très important. Il avait dit, oui, Kobe Mano avait été sensationnel contre Manchester City. En ce moment, vous êtes en train de l'encenser. Mais on connaît tous la presse anglaise. Vous êtes capable d'encenser quelqu'un, de l'amener tout en haut et d'un coup, bam, vous allez le hammer. Voici ce qu'il a utilisé comme mot en anglais. Vous allez le marteler. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la suite du match contre l'Islande. Je n'ai pas vu le match personnellement, mais apparemment, toute l'équipe a été haïe. Tout le monde. Foden, Walker, tout le monde. Mais pourtant, la presse anglaise a décidé d'attaquer personnellement Kobe Mano. Alors guys, dois-je rappeler quelque chose d'important, c'est qu'il n'a que 19 ans. Ce n'est loin d'être un produit fini. Il n'a que 19 ans. Donc forcément, je vais venir le défendre. Nous allons venir le défendre, c'est notre petit poulain. Il n'a que 19 ans. Déjà, il a été sensationnel. Et surtout, c'est son deuxième match avec l'équipe d'Angleterre. Deuxième match uniquement. Il y a un journaliste qui a dit il vaudrait peut-être mieux penser à avoir un joueur plus défensif, plus complémentaire à Declan Rice. Alors, normalement, c'est Declan Rice qui est censé être le 6 chez les Trois Lions. Declan Rice. Mais visiblement, il a pris l'habitude de jouer en box-to-box parce qu'avec Arsenal, c'est Jorginho qui joue 6 et lui, il joue box-to-box. Il marque des buts. Donc aujourd'hui, il se projette beaucoup plus. Il y a eu plusieurs phases de jeu, plusieurs séquences où on voyait Declan Rice beaucoup plus haut sur le terrain par rapport à Kobe Mano. Kobe Mano, ce n'est pas un 6. Certes, il a fait un bon match contre Everton à ce poste, mais pour moi, je trouve que c'est un box-to-box. C'est un mec qui est à l'aise, balle au pied, technique, agile, qui est bon pour ressortir le ballon, techniquement, dribble. Il n'a rien à faire 6. Donc pour moi, celui qui doit être 6, c'est Declan Rice. Donc la presse anglaise a commencé à l'attaquer en disant qu'il a été mauvais. C'est son premier mauvais match. C'est son premier mauvais match. Il y a 2 points qui me dérangent dans ce sens-là. Premièrement, il n'a que 19 ans. Deuxièmement, vous allez peut-être dire que j'exagère, mais le deuxième joueur qui a pris cher, c'est Saka. Sachant que Saka n'était pas titulaire. Il est rentré. Mais il a pris plus cher que Foden. Comment vous l'expliquez quelque part? Dites-moi. Les joueurs qui ont pris le plus cher sont Maino et Saka. Comment vous l'expliquez? Dites-moi. Foden était titulaire, il n'a rien foutu. Rice était titulaire, il n'a rien foutu. On a d'autres qui sont beaucoup plus expérimentés normalement que Maino, qui n'a que 19 ans. Mais pourquoi on s'attaque, pourquoi on s'acharne uniquement sur Saka et sur Maino? Je pose la question réellement. De la même manière, il y a quelques années, à l'après l'Euro ou la Coupe du Monde, Saka, Rashford et Sancho avaient raté leur penalty. Ils avaient pris extrêmement cher. Rappelons une chose, à la tête de cette équipe d'Angleterre, nous avons un guignol, nous avons un tocard, un nulard de service qui peut avoir les meilleurs outils, mais au final, ne sait pas quoi en faire. C'est un nul. Et justement, juste avant, j'avais dit que c'était un nul. Et le lendemain, il confirme mes propos. Exactement ce que je viens de dire. On peut lui donner les meilleurs arguments, les meilleurs outils, il va faire que de la dope. C'est un nul. Le fait qu'il soit mentionné pour être manager de Manchester, je suis outragé. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est un nulard. Donc, plutôt que d'attaquer les Maino et les Saka, il y a un tocard à la tête qui est nul. Et personne ne l'attaque, visiblement. Petite parenthèse, rapidement. Certaines sources disent qu'on attend la fin du mois de juin pour entrer dans un nouvel exercice comptable pour licencier Ten Hag, pour que les frais de licenciement rentrent dans le nouvel exercice. Un peu comme les transferts. Certaines sources également disent qu'on attend l'euro pour mettre tête de Mongol à la place de Ten Hag. J'espère que c'est faux. Je vous le dis rapidement, mais j'espère que c'est faux. Bref, je referme les parenthèses. Donc sincèrement, guys, je reste stomaqué du fait qu'on attaque Kobe Mano. C'est notre poulain, c'est notre joueur. Et oui, nous allons le défendre. Vous avez un guignol de service comme coach, ça, c'est pas notre faute. Donc oui, nous allons le défendre parce que on sait tous ce qu'il vaut.
On sait tous qu'il n'a que 19 ans. On sait tous qu'il n'a pas fini d'apprendre. On sait tous qu'il va encore faire des bourdes. Nous allons le protéger. Nous allons le backer. Ce qui se passe, c'est scandaleux. Donc je ne sais pas, parce que j'ai pas envie de le dire, mais vous savez ce que j'ai envie de dire. Du fait que ça soit uniquement Meino et Saka qui soient martelés, c'est bizarre. Maintenant, oui, en 98, c'est vrai que Beckham également, il avait pris cher. Mais j'ai l'impression que là, ces derniers temps, on fait beaucoup plus de fixation sur les joueurs de couleur que sur le reste. Je suis désolé, Foden vient de gagner Man of the Season, c'est lui qui est l'homme de la saison en Première Ligue. Il n'a rien foutu pendant le match. Pourquoi on n'attaque pas? Je pose ça, je dis ça, je dis rien. Pourquoi on n'attaque pas Foden? J'ai même pas vu la liste des joueurs qui ont joué, mais il y en a d'autres. Pourquoi on ne les attaque pas? Je dis ça, je dis rien. Mais vous avez compris ce que j'ai envie de dire. Ça, il faut que ça stoppe. Il faut que ça stoppe. Quand ils sont bons, tout le monde l'encense. Dès qu'ils font un mauvais match, voilà, on va taper dessus. Mais on va être beaucoup plus, être beaucoup plus indulgent avec des Foden, des Kane, des Rice, que des Saka, que des Meno. Vous avez compris ce que j'ai envie de dire. Et enfin, le cas João Neves. Alors, guys, j'ai pris le temps, enfin, d'aller l'observer. J'ai regardé un peu quelques clips, voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Et je vous l'accorde, c'est un joueur fantastique. Incroyable. Il a une telle agilité avec le ballon, une telle technique. Franchement, impeccable. Il te fait des transversales à la Paul Scholes. Magnifique. Il casse les lignes. Splendide. Masterclass même. Seulement, j'ai deux petits bémols. Le premier, c'est qu'il y a un dicton qui dit « Pourquoi aller chercher des hamburgers dehors alors que vous avez des entrecôtes à la maison ?» Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce qu'il fait, je pense, ça c'est mon opinion, que Daniel Gore est capable de faire. Daniel Gore est capable de le faire. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller observer Daniel Gore. Daniel Gore, c'est un tueur. Et c'est la raison pour laquelle j'en voulais aussi à Ten Hag. Daniel Gore, c'est un bon joueur. Il a essayé de nous le flinguer. Et je pense que si Ten Hag reste, il ne va pas jouer. Daniel Gore, c'est un tueur. Donc, si c'est pour aller chercher João Félix, je pense que Daniel Gore est capable de le remplacer, est capable de faire ce qu'il fait. Ça, c'est mon premier petit bémol. Mon deuxième petit bémol, je trouve que c'est un profil qui se rapproche à celui de Meno. C'est un box-to-box, c'est un 8. C'est pas un 6. Oui, certes, il sait lire le jeu, il fait des interceptions, mais je ne le vois pas tacler. Je ne le vois pas s'imposer en tant que 6, en tant que maître de la défense. Donc ça me pose un problème. Maintenant, je n'enlève pas le fait que c'est un joueur splendide. Est-ce que derrière, Kobe Mino et João Neves pourraient être complémentaires? Ça va être deux joueurs spectaculaires qui vont être capables de ressortir le ballon proprement. Mais encore une fois, moi je l'ai toujours dit, Kobe Mino, je le préfère en 8 plutôt qu'en 6. Certes, il peut jouer en 6, il peut dépanner, on l'a vu contre Everton. Mais pour moi, c'est un 8. Et on le voit d'ailleurs, quand il prend le ballon contre Liverpool, il prend le ballon, il fait des dribbles, il fait tac-tac, il perce les lignes. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher un autre joueur du même profil? On a besoin d'un vrai 6. Ça, c'est mon opinion. Hein. On a besoin d'un vrai 6. Donc, oui, João Neves, il est excellent. Mais, troisième problème, il vient de Benfica. Benfica a vendu 120 millions Enzo Fernandez. Donc, jouer au Portugal et jouer en Première Ligue, c'est complètement différent. Enzo Fernandez n'est pas mauvais. Il faut qu'on se dise la vérité, il n'est pas mauvais. Mais 120 millions, pour moi, c'est une escroquerie. Une vraie escroquerie. Et je me demande si ils ne sont pas en train de nous refaire la même. De la même manière qu'ils nous ont fait croire que Darwin Núñez, même si encore une fois c'est un bon joueur, ils nous ont fait croire que Darwin Núñez c'est un joueur de 100 millions. Benfica, c'est un club qui sait vendre. Contrairement à nous, ils savent vendre. Donc, je ne suis pas en train de remettre les qualités de João Neves, mais je suis en train de remettre en question, de 1, le prix, de 2, la priorité, et de 3, ses aptitudes. Moi, j'ai besoin d'un 6, j'ai besoin d'un patron de la défense. Est-ce que ce sera lui? J'ai un sérieux doute là-dessus. Mais bon,
L'avenir nous le dira. Ineos en a fait sa priorité. On en reparlera. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi en commentaire si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Comme ça, on va le retravailler lors de la prochaine vidéo. Merci infiniment. Vous connaissez la musique. Merci, 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 merci. Merci, guys, d'être venus jusqu'ici. Je vous dis donc, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.